Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre absolument fondamental du programme de Terminal NSI, la calculabilité. On a tous vécu cette frustration, hein. On lance un script et puis, il tourne, sans qu'on sache s'il va un jour s'arrêter ou s'il est juste coincé dans une boucle infinie. La grande question qu'on va se poser est redoutable. Est-ce qu'on peut écrire un programme capable d'analyser n'importe quel autre programme et de prédire à coup sûr s'il va s'arrêter ? C'est une exploration aux frontières même de ce que l'informatique peut faire. Et croyez-moi, comprendre cette limite, c'est une compétence essentielle pour le bac. Alors, voici le plan de notre parcours. D'abord, on va essayer très concrètement de construire ce fameux détecteur de bugs, juste pour voir où est-ce que ça coince. Ensuite, on va prendre un peu de hauteur, on va passer de la pratique en Python à la modélisation théorique avec les machines de Turing. Puis, on va sortir l'artillerie lourde, une arme logique surpuissante, le raisonnement par l'absurde, pour prouver que c'est impossible. Et enfin, on fera le point sur ce qu'il faut absolument retenir pour l'épreuve de NSI. Allez, on y va. Première partie, on mène l'enquête. On part d'un problème que vous connaissez tous très bien en programmation, la détection d'erreurs. La question est simple en apparence. Est-ce qu'on peut automatiser la détection de tous les bugs possibles et imaginables ? Et voilà notre point de départ, notre scène de crime, la fameuse Zero Division Error. Ah, celle-là, on l'a tous rencontrée. C'est un cas d'étude parfait, une erreur d'exécution simple, claire, nette, qui arrête un programme sans discussion. C'est sur ce bug précis qu'on va concentrer notre enquête. La question centrale, et il faut la poser avec rigueur, c'est celle-ci. Est-il possible d'écrire un algorithme, une fonction universelle, qui pourrait prendre en entrée le code de n'importe quel programme et nous dire, sans même avoir à l'exécuter jusqu'au bout, s'il va oui ou non générer une division par zéro ? Bon, première approche, la plus intuitive. On pourrait imaginer un détecteur naïf. Sa logique est super simple. Il prend le programme à tester et il l'exécute à l'intérieur d'un bloc try except. Si l'erreur Zero Division Error apparaît, le bloc except la récupère et la fonction nous renvoie true. Si le programme se termine tranquillement sans erreur, elle renvoie false. Ça a l'air plutôt malin, non ? Allez, on teste cette approche. À gauche, un petit programme donjosé.py. Il a une division par zéro bien visible. Notre détecteur le lance, capture l'erreur et il renvoie true. Parfait, ça marche. Maintenant, à droite, on a le cas escamillo.py. Et là, c'est plus vicieux. La division par zéro est cachée derrière une boucle infinie. Et là, c'est le drame. En essayant de faire tourner le code d'Escamillo, notre détecteur naïf tombe dans le piège et entre lui-même dans la boucle infinie. Il ne s'arrête jamais, donc il ne nous donne jamais de réponse. Et cet échec, il n'est pas anodin. Il révèle une faille fondamentale. Ça nous oblige à poser la question différemment, à un niveau plus abstrait. Est-ce que ce problème est, en principe, seulement résolu ? Pour répondre à cette question de manière universelle, il faut changer de braquet. Il faut passer de l'implémentation à l'abstraction. On ne peut pas tester tous les programmes Python du monde, c'est impossible. On a besoin d'un modèle formel, un modèle qui capture l'essence même de ce qu'est un calcul. Et ça, c'est l'apport génial d'Alan Turing. On entre maintenant dans le domaine de la calculabilité. En gros, c'est la branche de l'informatique qui s'occupe de tracer une ligne claire entre les problèmes qu'un algorithme peut résoudre et ceux qu'il ne pourra jamais résoudre. La question n'est plus « est-ce que mon algo est rapide ?», mais bien « est-ce qu'un algo existe pour ce problème ?» Et voici notre outil d'analyse ultime, la machine de Turing. Attention, ce n'est pas un vrai ordinateur, hein. C'est un modèle mathématique, une abstraction. Imaginez un ruban infini, une tête qui lit et écrit des symboles, et un petit carnet avec des règles très simples. C'est tout. C'est le modèle le plus fondamental de ce que ça veut dire calculer. Le programme d'une machine de Turing, c'est juste cette table de transition. Chaque ligne, c'est une instruction hyper déterministe. Par exemple, la première ligne dit « Si tu es dans l'état A et que tu lis le symbole 0, alors réécris un 0, déplace la tête vers la droite et reste dans l'état A. » C'est mécanique, c'est simple et c'est parfaitement rigoureux. Alors, pourquoi ce modèle si simple et si puissant ? À cause de la thèse de Church-Turing. C'est un principe fondateur en informatique. En gros, elle dit que tout ce qui est calculable par n'importe quel algorithme sur n'importe quel ordinateur est aussi calculable par une machine de Turing. La conséquence est énorme. Si on prouve qu'un problème est impossible à résoudre pour une machine de Turing, alors il est impossible à résoudre pour tous les ordinateurs, ceux d'aujourd'hui comme ceux du futur. Point final. Ok, maintenant qu'on a notre modèle universel, on peut enfin construire une preuve formelle, une vraie. Et pour démontrer que quelque chose est impossible, on va utiliser l'une des plus belles techniques de raisonnement qui soit et une des plus importantes pour le bac, le raisonnement par l'absurde.
Notre problème de division par zéro, c'est juste un cas particulier d'un problème beaucoup plus général et célèbre, le problème de l'arrêt. Formulons-le précisément. Existe-t-il une fonction, qu'on va appeler arrêt, qui prend en entrée un programme et une entrée, et qui renvoie true si le programme s'arrête, false sinon, et ce pour absolument toutes les combinaisons possibles. Voici notre plan d'attaque, notre stratégie. Étape 1, on va supposer, juste pour voir, que cette fonction arrêt magique existe. Étape 2, on va utiliser cette fonction pour en construire une autre, une fonction paradoxe, conçue pour être volontairement contradictoire. Étape 3, on va poser la question qui tue, celle qui fait tout s'écrouler. Que se passe-t-il si on applique arrêt à notre fonction paradoxe? Et étape 4, on regarde le spectacle de la contradiction logique qui en découle. Alors, la voilà, cette fameuse fonction paradoxe. Regardez bien son code, il est diabolique. Elle prend un programme prog en entrée, à l'intérieur, elle appelle notre hypothétique fonction arrêt sur elle-même. Arrêt de prog. Et là, c'est le coup de génie. Si arrêt prédit qu'elle va s'arrêter, eh bien paradoxe entre dans une boucle infinie. Et si arrêt prédit qu'elle va boucler, alors paradoxe s'arrête tout de suite. En gros, elle est programmée pour faire systématiquement l'inverse de la prédiction. C'est le moment de vérité, l'analyse logique. Appliquons paradoxe à elle-même. Premier cas, imaginons que arrête paradoxe renvoie true. Ça veut dire que arrête prédit que paradoxe va s'arrêter. Sauf que, si c'est le cas, par définition même de son code, paradoxe se lance dans une boucle infinie. La prédiction est donc fausse, contradiction. Deuxième cas, supposons que arrête paradoxe renvoie false. La prédiction est donc que paradoxe va boucler éternellement. Mais, si c'est le cas, son code s'arrête immédiatement. La prédiction est, encore une fois, fausse, contradiction. Vous voyez le truc? Quelle que soit la réponse de la fonction arrêt, true ou false, elle se trompe sur le comportement réel du programme paradoxe. On aboutit à une absurdité logique, un paradoxe insoluble. La seule conclusion possible, c'est que notre hypothèse de départ, l'idée même que la fonction arrêt puisse exister, est fausse. Le verdict est donc formel et sans appel. Une fonction universelle arrêt ne peut pas exister. Le problème de l'arrêt est ce qu'on appelle un problème indécidable. Aucun algorithme, jamais, ne pourra le résoudre pour tous les cas possibles. C'est une limite fondamentale, une sorte de mur de l'informatique. Voilà une conclusion théorique extrêmement puissante. Mais maintenant, il faut redescendre sur Terre. Concrètement, pour les profs du baccalauréat en NSI, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Faisons le point. Premier point de vigilance, une petite distinction de vocabulaire qui peut faire la différence. L'indécidabilité algorithmique, celle dont on vient de parler avec Turing, ça concerne un problème. Ça veut dire qu'aucun algorithme ne peut le résoudre pour toutes les entrées. Il faut bien la distinguer de l'indécidabilité mathématique qui vient des travaux de Gödel. Elle concerne une proposition logique dont on ne peut prouver ni qu'elle est vraie ni qu'elle est fausse à partir d'un ensemble de règles. Ce n'est pas la même chose. Allez, voilà la petite fiche de révision express. Un problème de décision, c'est simple. C'est un problème dont la réponse est oui ou non. Un problème est dit décidable s'il existe un algorithme qui trouve la réponse en un temps fini pour n'importe quelle entrée. Et donc, un problème est indécidable si un tel algorithme universel ne peut tout simplement pas exister. Et l'exemple star, l'exemple à connaître par cœur, c'est le problème de l'arrêt. Pour le bac, ce qu'il faut vraiment tirer de ce cours, ça se résume en 4 compétences clés. 1. Maîtriser le raisonnement par l'absurde. 2. Comprendre cette idée géniale qu'un programme, c'est aussi une donnée qu'on peut donner à manger à un autre programme. 3. Savoir justifier avec rigueur les limites d'un algorithme. Et enfin 4. Être capable de faire le pont, de naviguer entre la théorie de Turing et la pratique en Python. C'est cette agilité d'esprit qui est vraiment attendue. Et on termine avec une question ouverte pour faire travailler votre esprit critique. On vient de prouver que les algorithmes ont des limites logiques infranchissables. Sachant que les intelligences artificielles d'aujourd'hui, même les plus avancées, ne sont que des algorithmes, qu'est-ce que ça implique sur leur capacité ultime ? Est-ce qu'il pourrait exister des problèmes qui resteront à jamais hors de portée de n'importe quelle IA? Voilà une bonne question à méditer. Bonne révision!